Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Bonjour, 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 bonjour. C'est un anniversaire en demi-teinte pour Donald Trump. Le président américain, à l'heure de souffler sa première bougie depuis sa nouvelle victoire l'an dernier, voit se dresser face à lui quantité d'obstacles. Ses tarifs douaniers, le cœur de sa politique étrangère, menacés par la Cour suprême. La paralysie aussi d'un État fédéral entré dans son deuxième mois de chômage technique, faute de budget. Et puis, le désaveu des électeurs de la côte Est, singulièrement ceux de New York, qui viennent de porter à leur tête un candidat musulman autoproclamé socialiste. Faut-il y voir déjà le crépuscule du trumpisme ou plus simplement le réveil de ses adversaires? Vous nous donnerez votre point de vue. Laure Mandeville, grand reporter au Figaro, dans lequel vous animez une page hebdomadaire Débat autour du monde, vous qui avez été aussi correspondante à Washington et auteur entre autres des révoltés d'Occident, de Trump à Zemmour. Que se passe-t-il vraiment? Et de qui est vraiment Donald Trump? Alter Radio. Mais revenons, pour commencer, à l'homme de la semaine, Zoran Mamdani. Jusque-là, inconnu au-delà des frontières new-yorkaises, s'est fait un nom dans tous les États-Unis, et bien au-delà, même si l'on en juge par le nombre de médias du monde entier qui ont couvert son élection à la mairie de New York. C'est le plus jeune maire de New York, 34 ans. Le premier socialiste revendiqué, le premier musulman aussi. Élu avec 50,4% des voix, Zoran Mamdani a célébré sa victoire hier soir en promettant une rupture. C'est un mandat pour le changement. Un mandat pour une nouvelle forme de politique. Donald Trump, je sais que tu nous regardes. J'ai 3 mots à te dire. Monte le son. Dans plusieurs quartiers de New York, des scènes de liesse. Ses supporters, souvent jeunes, ont fêté la victoire une bonne partie de la nuit. Une grande partie de mes revenus passe dans les transports. Donc s'il y a un moyen de réduire le coût, c'est ce que Mamdani va faire pour nous. Zoran Mamdani était encore inconnu du grand public il y a un an. Il a mené une campagne décalée sur les réseaux sociaux notamment pour défendre une politique résolument à gauche. Gel des loyers, garde d'enfants pour tous, gratuité des bus et taxation des plus riches. Il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Un candidat démocrate jugé même trop à gauche pour nombre d'élus de son propre camp qui ne l'ont que timidement soutenu. Ses opposants lui reprochent aussi ses positions pro-palestiniennes dans la ville qui compte la première communauté juive au monde. Alter Radio. Laure Mandeville, cette élection crée une onde de choc. Pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a vu venir depuis sa victoire à la primaire avant l'été. Qu'est-ce qui fait que la victoire, l'élection de Zoran Mamdani reste une sensation ? Écoutez, en fait, c'est vrai que cela a été dit dans votre reportage, c'est à la fois pour une ville comme New York qui incarne d'une certaine manière le capitalisme américain, voir un socialiste tout d'un coup prendre la main, arriver à la mairie de Moscou, à la mairie de New York, vous voyez le lapsus. Le lapsus n'était jamais arrivé, et donc c'est en fait l'homme qui dit qu'il faut prendre aux riches pour donner aux autres, mieux partager la richesse. C'est aussi un musulman dans une période, dans un contexte en fait extrêmement tendu sur le plan du conflit israélo-palestinien, alors que
que New York est une ville avec une très forte proportion de juifs, dont beaucoup en réalité chez les jeunes ont voté pour lui. Donc c'est vrai qu'il y a malgré tout un effet coup de tonnerre. En même temps, c'est vrai que c'est aussi d'une certaine manière à la fois un accident et un cheminement du Parti démocrate dont une partie se radicalise, et je crois que New York, c'est aujourd'hui le visage de ce parti démocrate, dont une partie, notamment la jeunesse, devient plus radicale sur le plan des idées. Il y a aussi à New York une attente très forte en matière de logement, de garde d'enfants, de transport, de santé. C'est sur ces thématiques sociales et non pas sociétales, identitaires, que Mamdani a fait campagne. Exactement, c'est ça qui est très très frappant, c'est que je crois qu'il a d'abord fait une campagne de charme, il est charismatique, extrêmement dynamique, il s'est montré comme personnage extrêmement souriant pendant la campagne, et surtout il est allé à la rencontre des petits, comme il le dit, pour leur promettre qu'il était possible d'inventer un nouvel âge. Il y a un côté un peu révolutionnaire, un peu lutte des classes dans le discours qu'il a fait. Il a véritablement jeté le gant à la face de Trump en lui disant augmente le volume. En gros, nous allons aussi l'augmenter. C'est des bus gratuits, gratuité pour l'aide à l'enfance, les loyers qui sont exorbitants à New York bloqués. Donc c'est vrai qu'il y a chez lui, il a très habilement tapé dans un sujet ultra sensible, parce que c'est vrai que New York est devenue une ville inabordable, où il devient extrêmement difficile de survivre et de vivre. Mais c'est vrai qu'on peut se demander jusqu'à quel point ce personnage va pouvoir agir, parce qu'il est quand même cerné par la réalité de New York, qui est par exemple que ce sont les riches qui payent 60% des impôts. Oui. Et donc, s'il fait fuir les riches, qui paiera pour tous ces avantages qui d'ailleurs ont déjà commencé d'être déployés sous d'autres maires que lui, par de Blasio qui l'a précédé, et même Eric Adams. Et donc beaucoup en fait de commentateurs aujourd'hui se disent que cette espèce de joie exubérante et de triomphalisme même que l'on voit chez le personnage ne va pas très rapidement faiblir. Oui, en tout cas, il s'est posé tout au long de la campagne en contre-modèle de Donald Trump. Et à peine élu, eh bien, c'est au président à qui il a réservé ses premiers mots, Zoran Mamdani. Donald Trump, lui, il a réagi, Mathieu Mabin. Personne n'a jamais dit que la politique américaine ne pouvait pas être un peu puérile. Et effectivement, dans les heures qui ont suivi la victoire de Zoran Mamdani à la mairie de New York, les deux hommes se sont défiés, effectivement. Et évidemment, dans ce genre de situation, il n'est pas nécessaire de beaucoup stimuler Donald Trump pour qu'il se jette tête baissée dans la bagarre. Le président américain a donc effectivement répondu sans directement s'adresser au désormais jeune maire élu de New York, mais a expliqué à quelques-uns de ses supporters réunis à Miami que la victoire de Mamdani constituait ni plus ni moins, je cite, une perte de souveraineté partielle de l'Amérique sur son propre territoire, et qu'il allait donc s'en occuper. Et clairement, ce qui domine ici, c'est qu'on a quand même la sensation que les New-Yorkais n'ont pas tous mesuré ce dont Donald Trump était capable. D'abord, il est ravi d'avoir enfin face à lui un adversaire qui incarne concrètement tout ce que le clan MAGA a pu dénoncer au cours de la décennie écoulée. Et ensuite, disons-le, Donald Trump possède à New York les réseaux et les leviers, et on pense notamment à tout ce que New York compte de leviers juridiques et financiers, c'est énorme, pour littéralement pourrir le mandat de Zoran Mamdani et au passage le quotidien des New-Yorkais qui l'ont élu. En clair, ceux des démocrates qui se réjouissent de cette conquête progressiste n'ont pas tous compris qu'en réalité Donald Trump possède désormais justement un punching ball progressiste pour se défouler. Alter Radio 106.1 FM. Une élection, celle de Zoran Mamdani, qui fait les affaires de Donald Trump dans le fond, Laure Mandeville. C'est ainsi qu'il faut comprendre le soutien qu'a apporté le président in extremis à l'adversaire de Mamdani, l'indépendant Andrew Cuomo, comme pour mobiliser davantage encore l'opposition. Oui, alors d'un côté, il a échoué, donc c'est vrai qu'il doit le prendre comme une humiliation personnelle. Ça n'a pas fait basculer l'élection, même si Mamdani a été élu, a passé le seuil des 50%, mais c'était une élection à trois candidats. Ce qui est vrai, c'est qu'il a là, pour Trump, c'est un punching ball idéal, puisqu'à la fois il peut le présenter comme l'homme qui n'a aucun bon sens sur le plan économique, qui peut mettre en péril
la bonne santé de l'économie américaine, qui va faire fuir tout l'entrepreneuriat. C'est déjà le cas en partie. Vous avez une migration massive, en fait, des hommes d'affaires déjà vers la Floride, vers le Texas, etc. Ça pourrait continuer. Et puis, il va évidemment s'en servir allègrement pour montrer que quelqu'un qui n'est pas bien intentionné sur les intérêts profonds de l'Amérique, puisqu'il n'est pas aligné sur Israël, parce qu'il est musulman, etc., on peut imaginer que Trump, là-dessus, va aussi jouer à fond la carte du flou, du flou que Mamdani a maintenu, en fait, vis-à-vis du Hamas, où il a refusé de dire que c'était une organisation terroriste, etc., etc. La victoire de Mamdani accentue les divisions au sein du Parti démocrate, entre ceux qui, comme lui, pensent qu'on mobilise avec davantage de radicalité et la direction du mouvement qui, elle, craint d'effrayer l'électorat modéré? Oui, je crois que effectivement, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une bataille pour où va aller le Parti démocrate. Le Parti démocrate est sorti sonné, KO, je dirais, de l'élection de Donald Trump il y a un an. Et depuis un an, c'est une série de débats acharnés pour savoir ce qu'on doit faire. Vous avez tout un courant Mamdani, qui est ce courant radical, notamment chez les jeunes, qui dit qu'il faut aller très loin, il faut continuer cette approche finalement assez woke, assez décoloniale, et aller contre ce que représente Donald Trump, ce qu'il considère comme une sorte de crispation nationaliste, raciste, etc. Et de l'autre côté, vous avez une Amérique démocrate beaucoup plus modérée, qui, je pense, correspond plus aux pays profonds, par exemple au Midwest. Et c'est vrai qu'on peut se demander si M. Mamdani serait capable, et certainement sans doute non, d'aller chercher ces électeurs démocrates qui sont basculés côté républicain dans les dernières élections sous Trump. Car au moment où la gauche du parti s'imposait à New York avec Mamdani, c'est au tour de figures plus consensuelles que les démocrates reprenaient du terrain face aux républicains dans 2 autres États de la côte Est, Jules Boiteau. Oui, 2 batailles importantes remportées dans le premier scrutin d'envergure nationale depuis la réélection de Donald Trump. En Virginie et dans le New Jersey, les 2 candidats démocrates se sont imposés pour les postes de gouverneur. Mais au-delà de la victoire, ce sont les scores qui interpellent. 13 points d'écart dans le New Jersey entre la démocrate Mickey Sherrill et le républicain Jack Ciattarelli, 15 en Virginie en faveur de la démocrate Abigail Spanberger. Ces 2 amis proches ont creusé leurs écarts grâce à une stratégie de mobilisation de l'électorat modéré. Elles ont fait campagne plutôt vers le centre, avec des thèmes notamment sur le pouvoir d'achat, la vie chère. C'est le phénomène que l'administration Trump n'a pas réussi à endiguer pour le moment. Et puis elles ont ciblé les swing voters, ces électeurs qui peuvent basculer d'un camp à l'autre en fonction des élections. C'est enfin le rejet anti-Trump qui a mobilisé les votants. Revers pour le président américain qui s'est personnellement impliqué dans la campagne dans le New Jersey, devenant même pour certains experts interrogés le principal handicap du candidat républicain au niveau local. Laure Mandeville, quelle conclusion tirez-vous de ces 2 élections? Justement, le Parti démocrate peut se contenter d'attendre l'échec de Donald Trump pour se refaire une santé, ou bien il va falloir qu'il sorte de l'ambiguïté sur sa ligne politique? Non, mais je crois qu'ils ont bien joué sur cette élection, parce que c'est vrai que Trump avait promis de réparer les dégâts sur le plan économique, et on s'aperçoit que c'est absolument pas le cas. L'Amérique est confrontée, notamment à cause des tarifs, à une inflation absolument majeure. Il y a aussi la question, les démocrates ont mis en sourdine la question de l'immigration de manière extrêmement habile. Et en revanche, les excès de Trump dans la manière, disons, plus que musclée dont on est allé chercher les illégaux en parfois rudoyant des malheureuses, disons par exemple, gardes malades ou gardes d'enfants, etc., qui ont été expulsés manu militari par les raids en fait de la police de l'immigration. Tout cela a choqué une partie des latinos qui avaient voté massivement pour Trump. Et dans ces 2 États, au New Jersey comme en Virginie, vous avez en fait un vote latino qui a rebasculé alors qu'ils avaient voté assez spectaculairement pour Trump lors des dernières élections présidentielles. Ils se sont reportés assez massivement, on le voit avec ces écarts incroyables. Elles ont gagné avec plus 13%, plus 15% d'avance sur les républicains. Donc là, Trump, tout d'un coup, réalise qu'il ne peut pas tout se permettre. C'est ce que disent d'ailleurs les électeurs qui sont interrogés. Et ils lui disent, en gros, tu n'es pas un roi, tu ne peux pas tout faire. Et dans la pratique, en tout cas, certains n'attendent pas ce retour de balancier électoral, mais cherchent à le provoquer.
voire même à l'accentuer. Ainsi, en Californie, le gouverneur Gavin Newsom, lui aussi pressenti pour se présenter à la prochaine élection présidentielle, vient de faire adopter par référendum un redécoupage de la carte électorale censé profiter aux démocrates, comme l'ont fait les républicains au Texas, Loïc Piala. La proposition 50, c'est le nom de ce référendum, doit permettre aux démocrates de Californie, déjà largement majoritaires, d'envoyer 5 représentants supplémentaires au Congrès l'an prochain et ainsi compenser numériquement la perte d'élus démocrates au Texas. Soumettre cette mesure à un référendum était un risque calculé de la part de Gavin Newsom. Beaucoup ici estiment que, y compris chez les démocrates, que c'est injuste de priver de représentation des milliers de républicains. Mais après tout, c'est Donald Trump qui a changé les règles du jeu en premier, n'a pas laissé le choix aux démocrates. Et c'est là que le pari de Gavin Newsom est gagné. Il donne le sentiment aux démocrates de Californie, mais très franchement aux démocrates du pays tout entier, que le parti riposte enfin. La gauche se lamente depuis des mois de la politique de la Maison-Blanche, l'accuse de contourner les lois, de contourner le Congrès. Là, c'est une action concrète et pas seulement un discours d'agacement à un meeting ou à la télévision, mais cette victoire pourrait être de courte durée. D'autres États, l'Indiana notamment, envisagent eux aussi de redessiner leur carte électorale pour favoriser les républicains. Alter Radio. Laure Mandeville, en adoptant les méthodes de l'adversaire jusque dans ce qu'il faut bien appeler la tambouille électorale, le Parti démocrate prend le risque de perdre l'argument moral face à Donald Trump. When they go low, we go high, disait Michelle Obama. C'est terminé ? Oui, en fait, honnêtement, je serais un petit peu... Je tempérerais cette idée, en fait, que la morale était toujours du côté démocrate. C'est vrai que la question du gerrymandering, donc du redécoupage des circonscriptions, et c'est une très vieille histoire. Ça fait des décennies, en fait, que chaque parti, à chaque élection, essaie de mener, en fait, ce redécoupage en sa faveur. Et donc, je crois qu'au fond, les démocrates ne font pas exception à la règle. Et les républicains, c'est vrai, dans les derniers temps, ont pris un temps d'avance, ont été extrêmement actifs pour mener ce redécoupage de manière totalement cynique. Et je crois qu'aujourd'hui, les démocrates essaient de les rattraper. Je crois que pour revenir à la question que vous posiez avant, en tout cas, je crois que les démocrates ont un vrai dilemme, parce que ça reste un parti qui est aujourd'hui profondément discrédité dans l'opinion, dans un parti dont beaucoup ont estimé qu'il avait perdu la tête en partant beaucoup trop sur la gauche dans les années précédentes. Et donc, il faut absolument que les démocrates s'arrêtent, fassent le bilan, en fait, de ce qu'ils ont fait faux, de ce qu'ils ont fait juste, qu'ils arrêtent peut-être leur leçon de morale et qu'ils se concentrent à la fois sur, effectivement, les questions économiques et peut-être sur la sauvegarde des institutions qui sont aujourd'hui mises à mal par le camp trumpiste, avec un président qui, avec une sorte de triomphalisme, a tendance à vouloir repousser les limites du droit, de ce qui est possible, bon, parce qu'il estime, en gros, qu'il est en train de sauver le pays de ses adversaires. Le droit, justement, comme arme de bataille politique, la bataille que se livrent républicains et démocrates. La plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, examine ainsi les droits de douane imposés par Donald Trump à tout un tas de pays, devenu l'arme majeure de la Maison-Blanche en matière de politique internationale. L'argument d'urgence économique pourrait bien être jugé contraire à la législation en matière commerciale qui suppose de passer par le Congrès. Explication de Marc Pope. Cette entreprise de vêtements du Vermont fait partie des rares petites firmes au cœur d'une bataille juridique concernant les tarifs douaniers imposés par Donald Trump, dont le dossier se retrouve actuellement devant la Cour suprême. Nous sommes désormais soumis à des taxes et des frais pour l'entreprise qui fluctuent constamment et qui semblent injustes et aléatoires. Le procès porte sur une question de compétence présidentielle. Selon la Constitution, seul le Congrès a le pouvoir d'imposer des taxes. Mais Donald Trump a invoqué une loi de 1977, la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Elle confère au président des pouvoirs d'urgence pour faire face à toute menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis, y compris le pouvoir de réglementer les importations. Cependant, des tribunaux fédéraux ont déjà rejeté l'argument de Trump selon lequel un déséquilibre commercial et le trafic de fentanyl constituaient une telle urgence. Si la Cour suprême décide d'annuler les droits de douane, on ignore comment les milliards de dollars déjà perçus seraient restitués à ceux qui en ont supporté le coût. Mais l'administration Trump a d'ores et déjà promis de trouver un autre argument juridique pour les maintenir.
Briser tout l'édifice sur lequel Donald Trump a construit son rapport de force en politique internationale, ou bien au contraire valider ce que d'aucuns appellent des abus de pouvoir jusqu'à ces manifestations qu'on a vues, No Kings, qui reprochent à Donald Trump de vouloir effectivement cette dérive autocratique aux États-Unis. La décision de la Cour suprême va être cruciale. Elle va être absolument cruciale parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, comme vous le dites, l'équilibre des pouvoirs qui est quand même en discussion et en débat derrière en fait cette affaire. Et donc, on va voir, je crois, en fait, que c'est une mission très difficile pour les juges de la Cour suprême, parce que d'un côté, il y a beaucoup qui est en jeu. C'est vrai que la capacité de Trump dans sa politique étrangère, dont on a vu l'activisme fou, et si vous voulez, sa capacité à créer des rapports de force avec le monde étranger, pourrait être singulièrement affaiblie si jamais ils prennent une décision en disant qu'il ne peut pas utiliser, en fait, cette loi sur les pouvoirs économique d'urgence. Et de l'autre côté, vous avez des juges républicains aussi qui ont exprimé leurs préoccupations sur le fait que Trump, au fond, s'arroge des pouvoirs qui relèvent d'habitude du pouvoir législatif, puisque c'est le pouvoir législatif qui a le pouvoir de taxer et de lever l'impôt. Et alors, ce qui se passe, c'est que je voyais en fait des commentaires de certains juristes, et l'un d'eux notait qu'il y avait une loi qui date de 1930, qui s'appelle la loi sur les tarifs de 1930, d'urgence, qui pourrait être invoquée par Trump si par hasard il essuyait un échec, pour justement maintenir en fait ces tarifs en raison de la discrimination menée par certains pays. Bien évidemment, ça serait quand même une épreuve de force avec le pouvoir judiciaire, donc ça serait quand même un énorme revers pour lui. Cette polarisation extrême au sein même du Capitole a conduit aussi à un gel du budget fédéral pour une période record depuis le 1er octobre, ce qui n'empêche pas l'administration de chercher à pousser son avantage, Jules Boiteau. Oui, car dans le principe, lors d'un shutdown, aucun fonctionnaire fédéral n'est payé pendant la période de blocage. Ils travaillent à crédit et les salaires, une fois le shutdown terminé, sont rétroactivement versés. Pourtant, certains fonctionnaires continuent actuellement de percevoir leur salaire, les forces armées, les agents de l'immigration ou les agents des frontières. Le président américain sacrifie donc le principe d'égalité sur l'autel de ses priorités politiques. Comment ? Eh bien, en réaffectant des budgets qui ont déjà été votés par le Congrès, mais qui n'ont pas encore été entièrement utilisés. 8 milliards de dollars ont par exemple été piochés dans un fonds de recherche militaire pour pouvoir payer les soldats américains. Et si la pratique a déjà existé dans l'histoire américaine, comme s'en défend l'administration Trump, le Washington Post rappelle que la plupart des exemples remontent au 19e siècle. Ça n'était même plus arrivé depuis l'adoption par le Congrès en 1974, puis en 1982, de lois limitant le pouvoir du président en matière de dépenses, des lois qui ont pour but d'empêcher le locataire de la Maison-Blanche de créer 2 catégories de travailleurs fédéraux. Alter Radio. Laure Mandeville, on a un pays devenu dysfonctionnel ou bien c'est business as usual dans le marigot washingtonien? Oui, alors il fait comme il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il estime que ne pas payer les militaires ou les policiers, etc., ce serait impensable, donc il trouve des expédients, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres shutdowns. En fait, l'histoire des États-Unis, enfin moi quand j'étais aux États-Unis, c'était aussi la crise permanente avec ces histoires de fermeture du gouvernement. Cette fois-ci, c'est le plus long de l'histoire américaine, et c'est vrai que sur le plan politique, en tout cas, ça lui nuit. Il l'a reconnu lui-même, et c'est vrai d'ailleurs que le résultat en Virginie ne doit pas ça a été lié en grande partie, le résultat avec cette histoire de fermeture du gouvernement, puisque vous avez des centaines de milliers de gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral, qui sont basés en Virginie du Nord et qui ont voté évidemment pour les démocrates. Et vous venez de le dire, alors ce n'est pas le premier shutdown dans l'histoire de la vie politique américaine, c'est même devenu une habitude en ces temps d'affrontement. Retour sur le précédent qui était jusqu'ici le plus long avec 35 jours, celui de 2018, lorsque les démocrates s'opposèrent à la construction d'un mur avec le Mexique. Voici le mur de la discorde. Des barres d'acier sur 1066 km entre les États-Unis et le Mexique. Une barrière de sécurité que Donald Trump juge inefficace. Le président veut la remplacer par un mur. En voici les prototypes construits l'année dernière. Des murs de béton pleins et hauts de 9 mètres et selon leur concepteur, infranchissables.
Pour financer cette nouvelle barrière, Donald Trump demande 5 milliards de dollars au Congrès, soit 4,4 milliards d'euros. Les démocrates doivent approuver. Dans le bureau ovale, juste avant Noël, l'Amérique assiste éberluée à cette scène. Une dispute entre Donald Trump et les démocrates à propos du mur. On a besoin de sécurité à la frontière et le mur en fait partie. On ne peut pas avoir une frontière sûre sans le mur. Et moi je vous dis qu'on peut avoir une frontière sûre sans construire un mur. Ce serait un gâchis financier qui ne résoudrait pas le problème. Les démocrates seraient d'accord pour voter 1 milliard d'euros de budget, pas plus. La discussion est donc bloquée. L'année dernière, Donald Trump a décroché un financement du Congrès pour construire 49 kilomètres de nouvelles barrières, bien loin de sa promesse électorale que le président veut tenir coûte que coûte, quitte à fermer une partie du gouvernement fédéral. Laure Mandeville, les fonds fédéraux instrumentalisés à des fins politiques, on voit que ce n'est pas nouveau. Une victoire des démocrates l'an prochain aux élections de mi-mandat n'y changerait rien ? Écoutez, je pense pas, non. Effectivement, je crois que Trump, sur cette question, par exemple, regardez de l'immigration, c'est une question pour lui gagnante qu'il ne va pas lâcher, oui. Parce que il peut continuer là-dessus. Il utilisera en fait cette question pour avancer. Et les démocrates, d'ailleurs, ont en partie lâché là-dessus. Oui, et on le voyait déjà lors de son précédent mandat prendre l'opinion publique à témoin, comme il le fait régulièrement depuis le bureau ovale. Il le faisait à l'époque déjà avec Chuck Schumer, le leader de ce qui était la majorité démocrate au Sénat. On va voir émerger aussi, côté démocrate, des candidats populistes capables de s'adresser directement à l'électorat américain, comme le fait Donald Trump. Justement, c'est toute la question, si vous voulez. Est-ce que les démocrates accepteront de reconnaître là où ils se sont trompés ? C'est vrai que, par exemple, sur la question de l'immigration, je crois que le peuple américain attend que les démocrates disent oui, là-dessus, on n'était pas dans le bon sens. Bien sûr qu'il faut une frontière, bien sûr qu'il faut contrôler, parce que quand même, là-dessus, Trump a gagné énormément. Il a réussi à arrêter les passages à la frontière. C'est énorme. Et donc, est-ce que les démocrates reviendront et feront des propositions plus humaines, plus offensives ? C'est toute la question, et je crois que c'est comme ça qu'ils reviendraient. Ça nous ramène quand même au début de cette émission. Est-ce l'envie de bousculer le Parti démocrate par une ligne plus à gauche, à l'européenne, qui explique la victoire notamment de Mamdani à New York et des autres démocrates, ou bien le rejet de Donald Trump ? Moi, je pense que pour le cas de New York, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un rejet de certaines méthodes de Donald Trump, mais je mettrai en garde contre l'idée que une partie très importante en fait de l'héritage de Trump n'est plus acceptée. Je pense que, au contraire, qu'il faut penser le post-Trumpisme comme une réponse au Trumpisme et non pas comme un rejet en bloc de tout ce qu'il a fait. Sinon, ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui se passait aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu une révolution sur la gauche. Il y a eu une révolution en cours qui est la révolution trumpienne. Et en fait, les choses sont dynamiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une espèce de table rase pour construire quelque chose sans prendre en compte ce qui s'est passé sous Trump. Trump reste un facteur absolument clé pour comprendre l'état du pays. Alter Radio. Merci beaucoup, Laure Mandeville, d'avoir résumé pour nous l'état de la société américaine et du paysage politique. Au sortir de cette semaine, je rappelle que vous animez la page hebdomadaire débat autour du monde dans le journal Le Figaro. Merci d'avoir été avec nous. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée